Imaginez un monde où les apparences sont trompeuses. Un monde où les plus hauts dirigeants cachent une vérité si déstabilisante qu'elle pourrait bouleverser tout ce que nous croyons savoir de l'histoire. Et si derrière les sourires royaux, les accolades diplomatiques et les grandes cérémonies d'État se cachait une lutte silencieuse? Entre deux mondes, Vladimir Poutine, homme d'acier, ancien du KGB, stratège redouté sur la scène géopolitique, a toujours su manœuvrer avec froideur et précision. Pourtant, un détail surprenant intrigue depuis des années, son étrange et persistante distance face à une figure emblématique du pouvoir occidental, la reine Élisabeth II. Pas d'accolade chaleureuse, pas de regard complice, un malaise palpable, une tension invisible mais bien réelle. Et si cette froideur n'était pas simplement politique? Et si Poutine savait quelque chose que le monde ignore encore? Une rumeur enfouie, refoulée par les médias traditionnels, refait surface. La reine ferait partie d'un ancien ordre caché, d'une secte secrète aux origines non humaines, les reptiliens. Cette théorie, aussi folle qu'inquiétante, alimente forums obscurs, documents classifiés et témoignages troublants. Mais pourquoi Poutine? Pourquoi lui seul aurait perçu cette vérité? Et surtout, pourquoi aurait-il choisi de l'éviter au lieu de l'affronter? Dans cette vidéo exclusive, nous allons vous plonger au cœur d'un mystère mondial, mêlant géopolitique, ésotérisme, documents secrets et révélations glaçantes. Accrochez-vous. Ce que vous allez entendre ici ne vous sera jamais raconté ailleurs. Car ce récit n'est pas simplement une histoire, c'est peut-être la vérité que l'on vous cache depuis des siècles. Alors, avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir, à liker la vidéo si ce sujet vous intrigue autant que nous et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des révélations à venir. Car ce soir, nous allons ensemble traverser le voile de l'invisible. La scène se passe en 2003. La reine Élisabeth II reçoit Vladimir Poutine à Buckingham Palace pour une visite d'État officielle. La presse est présente, les caméras braquées, le monde regarde. Ce devrait être un moment d'apparente cordialité, une démonstration classique de diplomatie entre deux puissances. Mais quelque chose cloche. Poutine ne sourit pas. Il reste raide, presque figé, comme si quelque chose l'empêchait d'être lui-même. La reine, elle, conserve son flegme britannique légendaire, mais ses yeux souvent décrits comme insondables semblent sonder son invité avec une attention glaciale. Les analystes politiques diront que cela relève de la tension Est-Ouest, des désaccords sur l'Irak ou des simples différences culturelles. Pourtant, ceux qui étaient présents ce jour-là évoquent autre chose, un malaise profond, une hostilité invisible mais tangible. Un ancien employé du Foreign Office, sous couvert d'anonymat, décrira plus tard cette scène comme « le moment où j'ai compris que Poutine savait ». Il la regardait comme on regarde quelque chose que l'on ne comprend pas, ou que l'on redoute. Mais savez quoi? Avant d'aller plus loin, il faut évoquer une théorie conspirationniste devenue célèbre grâce à un ancien présentateur de la BBC, David Icke. Selon lui, certaines figures puissantes du monde politique, royaux, financiers, appartiendraient à une ancienne race extraterrestre appelée les reptiliens, ou plus exactement, les Anunnaki métamorphes. Ces êtres seraient capables de prendre forme humaine, contrôlant l'humanité depuis les coulisses, nourrissant leurs desseins à travers le pouvoir, la peur et les manipulations génétiques. Et au sommet de cette pyramide, d'après Icke, la famille royale britannique. Bien sûr, dans les années 1990 et 2000, beaucoup rirent de cette théorie. Elle semblait trop farfelue, trop sci-fi. Mais au fil des décennies, certains éléments troublants commencèrent à semer le doute, même chez les plus rationnels. Certains témoins affirment avoir vu, l'espace de quelques secondes, un changement dans les yeux de la reine, comme si ses pupilles se fendaient verticalement, à la manière d'un serpent. Ce détail revient dans plusieurs témoignages indépendants, parfois même dans des documents classés par des lanceurs d'alerte. Des gardes royaux, notamment des membres de la garde écossaise affectés à Balmoral, racontent avoir ressenti en sa présence une sensation de vertige, de froid interne, comme si quelque chose absorbait leur énergie. Certains membres du personnel, affectés à son service rapproché,
auraient quitté leur poste du jour au lendemain, refusant d'expliquer leurs décisions. Un ancien cuisinier royal affirma « Il y a des choses que j'ai vues que personne ne me croirait si je les racontais. Mais pourquoi Poutine, parmi tous les leaders, aurait-il perçu cette vérité? Était-ce une intuition, une formation ou une connaissance transmise au sommet du Kremlin? Le KGB, célèbre service de renseignement soviétique, n'était pas seulement focalisé sur la surveillance politique et militaire. Dès les années 1950, il aurait constitué une cellule parallèle dédiée à l'étude des phénomènes paranormaux, des cultes anciens et surtout des entités non humaines. Cette division secrète, surnommée par certains initiés la Chambre Rouge, aurait intercepté dès 1961 des transmissions codées entre une base inconnue en Antarctique et Londres. Ces communications, selon des fragments récupérés par des dissidents du GRU, le renseignement militaire russe, contenaient des symboles étranges, proches de ceux retrouvés dans des tablettes sumériennes. Lorsque Vladimir Poutine, ancien agent du KGB, accède au pouvoir, il exige un accès intégral à ces archives. Ce qu'il découvre, selon plusieurs sources internes au Kremlin, le plonge dans un état de choc profond. Un rapport en particulier, daté de 1979, décrit une réunion secrète entre un émissaire royal britannique et un membre présumé de l'élite reptilienne, au sommet de la pyramide de Gizeh, lors d'un alignement astronomique rarissime. Poutine, d'après un proche, aurait dit après avoir lu ce dossier « Le trône d'Angleterre est plus ancien que Rome, et il ne siège pas au nom de l'homme. » À partir de là, tout change. Lors des sommets internationaux, Poutine garde ses distances avec la monarchie britannique. Il refuse certaines invitations, limite les interactions physiques, évite les regards. Et surtout, il infiltre dans ses discours des messages codés, destinés aux initiés. En 2007, lors d'une conférence à Munich, il déclare « Ceux qui se croient souverains éternels n'ont pas d'âme. Ils ont une forme, mais pas de cœur. » Une phrase étrange que certains interprètent comme une pique géopolitique, mais que d'autres, dans les milieux ésotériques russes, décodent comme une référence directe aux métamorphes reptiliens. Revenons à 2003, à Buckingham. Lors de la réception officielle, un détail échappe au grand public, mais pas aux experts du langage non verbal. Au moment de serrer la main de la reine, Poutine hésite. Son regard se fige sur ses doigts gantés, comme s'il percevait quelque chose d'inhabituel. Il esquisse un contact bref, presque mécanique, avant de se reculer légèrement, un mouvement imperceptible, mais bien réel. Des spécialistes en micro-expression notent une tension au niveau de ses mâchoires, un tressaillement involontaire. Pour un homme aussi rompu au code que lui, cela ressemble presque à une manifestation de peur. Une image marquante en ressort, celle d'un homme qui regarde un masque et qui devine la créature derrière. Mais pourquoi aurait-il peur? Qu'est-ce que ces êtres sont réellement? Et d'où viennent-ils? Selon certains courants de pensée ésotériques russes, notamment les écrits de Levachov, une ancienne guerre aurait opposé, il y a des millénaires, les humains primordiaux, porteurs de la lumière originelle, aux hybrides froids venus d'Alpha Draconis, capables de prendre forme humaine. Ces créatures, pour survivre, auraient infiltré les grandes lignées royales, notamment les lignées celtiques et germaniques, en manipulant génétiquement leur hérédité afin de maintenir un ADN reptilien dominant. Et si la reine Élisabeth, descendante de lignées saxonnes et scythes, était le fruit de cette longue stratégie d'hybridation? Et si son rôle n'était pas simplement politique, mais cosmique? Dans plusieurs interviews officieuses, Poutine a glissé des phrases ambiguës sur ceux qui dominent sans jamais mourir, sur les lignées qui ne sont pas nées sur cette terre, ou encore sur le besoin de rétablir un équilibre cosmique. Certaines de ces déclarations, traduites par des experts russes de la contre-initiation, seraient en fait des alertes à peine voilées sur l'infiltration de l'humanité par une force non terrestre. Il aurait même, en 2012, convoqué un cercle restreint de moines orthodoxes et d'archivistes secrets dans un monastère isolé en Sibérie, leur demandant « Comment démasquer une entité qui a vécu 100 vies, mais n'a jamais pleuré une seule fois ?»
Ce n'est donc pas une simple antipathie personnelle qui pousse Vladimir Poutine à garder ses distances avec la reine Elisabeth II. C'est un refus profond de participer à un jeu truqué, un théâtre de marionnettes dirigé depuis l'ombre, par une force ancienne, prédatrice, déguisée en pouvoir terrestre. Avant les trônes, avant les royaumes, avant même les civilisations telles que nous les connaissons, il y avait la chute des anciens. Selon plusieurs traditions ésotériques anciennes, une guerre cosmique aurait opposé deux races, celle des êtres de lumière, porteurs de la conscience divine, et celle des serpents stellaires, issus de la constellation d'Alpha Draconis. Les textes sumériens, vieux de plus de 6000 ans, en font mention sous les noms d'Anunnaki, ceux qui sont venus du ciel. Ces entités, décrites comme des dieux, n'étaient pas des dieux au sens spirituel. C'étaient des êtres biologiquement supérieurs, dotés d'une technologie avancée et d'une intelligence froide, calculatrice. Ils sont arrivés sur Terre à une époque où l'humanité naissante n'était qu'un projet embryonnaire. Voyant en nous une matière malléable, ils ont modifié notre génome, injectant leur propre ADN reptilien dans certaines lignées humaines afin de les contrôler. Ainsi naquirent les lignées hybrides. Et parmi elles, une se distingua très tôt par sa longévité, sa ruse et sa soif de domination. La lignée royale proto-britannique. Les archéologues modernes ont toujours été intrigués par les tablettes d'argile retrouvées à Ur, Ninive et Babylone. Certaines de ces tablettes, déchiffrées par des spécialistes comme Zecharia Sitchin, parlent clairement d'être descendues du ciel, ayant créé l'homme à leur image. Mais quelques tablettes, jamais exposées au public, se trouvent aujourd'hui dans les sous-sols du British Museum, à l'abri des regards. L'une d'elles, surnommée la tablette de Namtaru, représente une figure humanoïde assise sur un trône, à la tête allongée, aux yeux fendus, et entourée de symboles associés au pouvoir royal, sceptre, couronne, blason solaire. La traduction approximative indique « Celui qui règne sur les deux sangs, le chaud et le froid porte le masque, mais non l'âme. Il entend tout. Il voit à travers les peaux. » Ce passage a été effacé des traductions officielles. Trop dangereux, selon certains. Trop dévoilant. Les généalogistes classiques retracent la lignée d'Élisabeth II jusqu'à Guillaume le Conquérant, mais certaines branches de cette ascendance se perdent dans les brumes du mystère. Une rumeur persistante affirme qu'une lignée de sang draconique aurait fusionné avec des clans celtiques lors de cérémonies occultes tenues à Stonehenge. Des documents confidentiels, exhumés d'un coffre du Vatican lors d'une brève fuite en 2014, parlent d'un rituel de scellage, ayant pour but de lier une conscience non humaine à un corps royal humain, assurant ainsi un contrôle durable des peuples par le biais du sang bleu. Le terme utilisé dans le manuscrit latin, Rex Draconis, le roi du dragon. Il est aussi fait mention d'un trône ancien, non visible, conservé dans une crypte sous Westminster Abbey, sur lequel seuls les initiés peuvent s'asseoir. La légende raconte que ce siège provoquerait des hallucinations, ou réveillerait des souvenirs génétiques profondément enfouis. Un lien troublant réunit plusieurs figures du pouvoir mondial, leur fascination pour l'Antarctique. En 1956, la reine Elisabeth II parraine une mission secrète vers les terres glacées du pôle Sud, officiellement à des fins scientifiques. En réalité, des notes personnelles retrouvées dans un journal appartenant au commandant James Penniston révèlent une autre mission, retrouver l'entrée d'une structure souterraine ancienne, connue sous le nom de Domus Serpentinus. Cette structure, d'après les écrits, émettait des ondes électromagnétiques captées par des satellites espions russes et américains dès 1952. Certains agents du KGB surnommèrent cette anomalie le cœur du lézard. Et lorsque Poutine prend connaissance de ces missions occultes menées par la couronne britannique en Antarctique, son mépris pour la monarchie devient glacial. Il aurait même déclaré à son cercle de confiance « Elle n'est pas seulement une reine, elle est une sentinelle, et nous ne sommes pas ses sujets. » Une simple observation attentive des blasons, armoiries et rituels de la monarchie suffit à éveiller les soupçons. Le blason royal du Royaume-Uni contient un lion et une licorne. Mais peu savent que dans les versions anciennes du même blason, un dragon rouge figurait comme gardien du trône.
Ce dragon rouge, qui est également l'emblème du pays de Galles, lieu d'origine de plusieurs lignées royales, n'est pas un symbole chrétien, mais une référence directe au serpent primordial, présent dans la mythologie sumérienne, chinoise et même amérindienne. La devise de la reine Élisabeth II, « Dieu est mon droit », en français dans le texte, semble purement politique. Mais certains exégètes prétendent qu'en ancien celte, la version codée serait « Dio imon dreg ». Le dieu du monde est un dragon. Est-ce une simple coïncidence linguistique ou un vestige d'une vérité ancienne dissimulée dans la langue des initiés? Si quelqu'un possède des dossiers sur l'identité réelle de la monarchie, c'est bien le Vatican. Et parmi les agents secrets les mieux informés du monde, certains anciens membres du MI6, service secret britannique, ont tenté de faire fuiter des documents. L'un d'eux, surnommé l'Ombre Blanche, a affirmé lors d'un entretien anonyme accordé à une journaliste russe en exil: « Ce que le public appelle une reine est, dans nos archives internes, désigné sous le terme de « vigile ». Elle ne gouverne pas un pays, elle maintient un réseau, une grille, une ancienne matrice. Ce réseau ne serait pas politique, mais énergétique, composé de lieux telluriques, de lignes laies et de points d'ancrage dimensionnels, tous liés au déplacement des reptiliens dans notre réalité. Et le rôle de la reine? Gardienne, interface, ou peut-être pont vivant entre deux mondes. Un autre fait intrigant, la longévité et la stabilité génétique de la famille royale. Depuis des générations, malgré la consanguinité, les membres royaux affichent une absence quasi totale de maladies génétiques graves. Des analyses ADN secrètes, menées par une équipe universitaire allemande, sur un mouchoir présumé appartenir à la reine Victoria, aïeule directe d'Élisabeth II, ont révélé une séquence génétique non cataloguée, absente de la base de données humaines. La structure de cette séquence s'apparente à celle que l'on retrouve dans certains reptiles désertiques à sang froid, capables de survivre dans des conditions extrêmes. L'information a été étouffée. L'équipe a été dissoute. Le laboratoire, mystérieusement incendié un mois plus tard. Plusieurs anciens employés du palais de Buckingham ont tenté de parler. Certains ont disparu. D'autres sont morts dans des conditions étranges. Overdose improbable, accident de voiture en ligne droite, suicide sans mobile apparent. L'un d'eux, un certain Michael R., ancien intendant au service direct de la reine, a laissé un message vocal à sa sœur, 2 jours avant sa disparition. Il y a une porte dans la bibliothèque, une pièce sans fenêtre. Quand elle y entre, il fait plus froid, même en été. Et parfois, je jure que je l'ai vu changer. Depuis ce jour, Michael R. n'a jamais été revu. Et si nous vivions dans une réalité truquée, dirigée par ceux qui se prétendent humains, mais ne le sont pas? Le protocole royal est d'une précision millimétrée. Tenue codifiée, posture millénaire, mots choisis, tout semble calculé? Mais pourquoi? D'anciens initiés des cercles occultes britanniques affirment que la royauté anglaise n'est pas qu'un pouvoir politique ou symbolique, mais l'ultime vestige vivant d'une prêtrise antique déguisée en monarchie moderne. Selon eux, les rituels royaux ne sont pas de simples traditions. Ils sont des invocations, des activations. Et celle qui les incarnait jusqu'à sa mort, la reine Élisabeth II, n'était pas une marionnette. Elle en était la prêtresse principale, une interface humaine reptilienne capable de canaliser certaines forces et de garder une porte dimensionnelle ouverte. Ce que Poutine savait et redoutait n'était pas la souveraine en tant que femme. C'était la fonction ésotérique qu'elle représentait dans l'équilibre global. Le couronnement d'Élisabeth II, en 1953, fut le premier à être filmé et diffusé à l'échelle mondiale. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que certaines parties de la cérémonie ont été volontairement coupées de la retransmission. Les images manquantes concernent un moment bien particulier, l'onction sacrée avec l'huile chrismale, appliquée sur la poitrine, les bras et la tête de la reine. Pourquoi cette partie fut-elle jugée trop sacrée pour être vue? Selon un document du College of Arms, consulté en 1986 par un chercheur écossais, cette huile contient un ingrédient particulier jamais révélé publiquement, surnommé « substance de node », possiblement issue d'un arbre disparu,
liée à des rites babyloniens. On ignore ce qu'est réellement cette substance. Mais ceux qui l'ont approchée évoquent une odeur métallique, des visions spontanées et une étrange sensation de présence. Et si ce rituel n'était pas une simple consécration, mais un acte d'intégration entre une entité et un corps humain? Derrière la franc-maçonnerie visible, il existe un autre niveau. Un cercle intérieur, rarement mentionné. L'ordre du dragon noir, dont certains chercheurs affirment qu'il est l'héritier direct des cultes draconiens de Sumer, d'Égypte et de l'Atlantide. La reine Élisabeth, tout comme certains membres de la noblesse européenne, aurait été membre honorifique de ce cercle, non pas en tant que participante passive, mais en tant que gardienne du sceau reptilien. Un ancien maître de loge londonienne, exilé à Prague après avoir tenté de dénoncer des rituels secrets, raconta en 2009 « La salle était circulaire. Le plafond représentait une constellation que je ne connaissais pas. Au centre, une pierre noire. Autour, 8 silhouettes. Et au-dessus d'eux, une femme voilée tenant un sceptre en forme de serpent. On l'appelait la voix de l'ancien sang. » Le témoin décrivit également un rite où le sang était versé sur la pierre, suivi d'une prière prononcée dans une langue oubliée. La voix, selon lui, n'était pas toujours humaine quand elle parlait. Au fil des années, des individus souvent traités de fous ou de complotistes ont affirmé avoir assisté à des métamorphoses, des comportements non humains ou des changements de forme partielle chez certains membres de la monarchie. L'un des témoignages les plus troublants est celui de Arizona Wilder, ancienne prêtresse rituelle dans les cercles ésotériques élitistes, recueillie dans les années 90 par le chercheur David Icke. Elle déclara sous serment « J'ai vu la reine Élisabeth changer. Ses yeux deviennent jaunes, ses pupilles verticales. Sa peau prend une teinte verdâtre, écailleuse. Elle grandit légèrement. Ce n'est pas une illusion. C'est une transformation temporaire, mais réelle. » Elle affirme que ces manifestations se produisent lors de certains rituels très anciens, lorsque les entités prennent temporairement le contrôle du corps hôte. Bien sûr, ces déclarations furent ridiculisées par les médias, mais jamais réfutées scientifiquement. Buckingham Palace, Balmoral, Sandringham, ces résidences royales ne sont pas choisies au hasard. Toutes sont situées à l'intersection de lignes telluriques, ces fameuses lignes laies, qui, selon les traditions antiques, relient entre eux des points énergétiques de la planète. En réalité, ces lignes forment un réseau géomagnétique, semblable à un système nerveux terrestre. Certaines civilisations, comme les Mayas, les Celtes ou les Égyptiens, les utilisaient pour des rituels, des sacrifices ou des connexions spirituelles. Le fait que les résidences royales soient toutes érigées sur ces points clés suggère une maîtrise profonde de l'énergie terrestre et la volonté d'en faire des canaux d'invocation ou de protection. Des chercheurs en géobiologie ont relevé, dans le sous-sol du château de Windsor, une anomalie magnétique inexpliquée, provoquant nausées, visions et dysfonctionnements électroniques. Certains pensent qu'un artefact ancien y serait enterré, servant de relais entre la prêtresse et sa race d'origine. Selon des fuites internes au FSB, ex-KGB, Vladimir Poutine aurait eu accès en 2007 à des documents confidentiels saisis à Londres dans le cadre d'une enquête secrète portant sur des trafics d'objets occultes. Ces documents incluaient des croquis d'un rituel effectué en 1953 dans les sous-sols de Westminster, un journal tenu par un ancien conseiller royal mentionnant des visiteurs de nuit parlant une langue sifflante, des fragments d'un manuscrit alchimique écrit en latin et en draconien, expliquant la fusion d'âmes humaines et non humaines. À partir de ce moment, le comportement de Poutine change. Il annule certaines visites d'État, notamment celles impliquant un contact direct avec la reine. Il évite les poignées de main. Lors des réunions internationales, il se tient à distance, ne la regarde jamais dans les yeux. Certains interprètent cela comme un simple mépris politique. Mais pour ceux qui connaissent les codes, c'est une mesure de protection spirituelle. Des techniciens ayant travaillé sur la restauration de l'abbaye de Westminster en 2011 ont rapporté la découverte d'une salle cachée sous la nef centrale, accessible par un mécanisme dissimulé dans la sacristie. À l'intérieur, des fresques anciennes montrant un être humanoïde ailé au corps de serpent, trônant sur un cercle d'êtres humains à genoux. Un passage en latin, gravé au-dessus d'une niche, dit
Regina Serpentis, Custos Portae, reine du serpent, gardienne du passage. Cette salle fut aussitôt murée. Aucune déclaration officielle ne fut faite. Tous les ouvriers ayant participé à sa découverte signèrent un accord de silence. La reine Élisabeth II, figure de stabilité mondiale pour des millions de personnes, pourrait-elle en réalité avoir été le centre vivant d'un culte draconique antique, dissimulé sous les oripeaux de la royauté? L'année 2007 marque un tournant silencieux mais crucial dans les rapports géopolitiques mondiaux. Tandis que les caméras du monde entier s'attardent sur les conflits apparents, économie, pétrole, OTAN, une autre guerre se prépare dans l'invisible, et Vladimir Poutine se trouve en première ligne. Il ne s'agit pas d'une guerre de territoire, mais d'une guerre de fréquences vibratoires, de contrôle mental et surtout de domination de l'humanité par des entités hybrides infiltrées dans les plus hautes sphères. À ce stade de notre récit, une question surgit naturellement. Que savait vraiment Poutine? Et pourquoi s'est-il opposé, non publiquement mais silencieusement, à l'influence occulte de la reine Élisabeth II et de son entourage? En 2006, lors d'une opération discrète menée par des agents du FSB, ex-KGB, en Angleterre, un ensemble de documents fut intercepté appartenant à une organisation privée basée à Londres et connue sous le nom de Ordo Genesis. Cette organisation, soupçonnée d'avoir des liens avec la famille royale britannique, organisait des colloques ésotériques, en apparence anodins. En réalité, selon les documents récupérés, il s'agissait de rituels de contact et de synchronisation biologique avec des entités non humaines. L'un des fichiers les plus étranges était intitulé « Transmission Serpens Regnum », le règne transmissible du serpent. Ce dossier décrivait une technologie basée sur les ondes électromagnétiques pulsées, capable d'activer une séquence dormante dans l'ADN de certains individus porteurs d'un marqueur génétique reptilien. Les membres les plus influents du groupe Ordo Genesis y étaient listés, banquiers, scientifiques, et une étrange mention manuscrite, raturée, où figurait ce titre « The one who holds the crown », celle qui détient la couronne. Poutine, informé du contenu par ses services secrets, comprit alors que la monarchie britannique n'était pas une simple structure d'apparat, mais le cœur d'un système transgénérationnel de contrôle génétique, énergétique et symbolique. À partir de cette période, Vladimir Poutine se rend à plusieurs reprises dans les régions reculées de la Sibérie, sans escorte médiatique. Officiellement, il s'agit de retraites privées ou de visites culturelles. Mais selon les confidences d'un ancien chef yakoute, Poutine aurait rencontré un groupe de chamans anciens, gardiens d'un savoir chamanique pré-hyperboréen, qui évoque en l'existence d'entités venues des étoiles, chassées de la Terre par les anciens dieux de l'Est. Ces chamans affirment que les reptiliens ne sont pas simplement des extraterrestres, mais des infiltrés de plans subtils capables de cohabiter avec des hôtes humains par une forme d'entente vibratoire. Un vieux sage lui aurait révélé « Les dieux serpents ne sont pas partis. Ils ont changé de forme. Ils ont appris à marcher comme vous, parler comme vous, et régner sur vous. » Poutine aurait alors demandé « Et comment les reconnaître ?» La réponse fut simple. Ils n'ont pas d'ombre, mais laissent une trace dans les rêves des hommes. Ce voyage semble avoir été un point de bascule. Dès lors, Poutine ne traitera plus jamais la reine comme un simple chef d'État. Peu de gens savent qu'il existe, non loin de Westminster, un lieu discret et très ancien, appelé The Owl's Eye, un club privé fondé au XVIIIe siècle par des alchimistes anglais. Selon certaines fuites, ce lieu n'est pas qu'un salon de gentlemen. C'est un centre de synchronisation des énergies entre les élites humaines et les entités hybrides reptiliennes. Un espion russe infiltré dans le club rapporte en 2010 une scène saisissante. Une femme d'un certain âge, entourée de bougies noires, récitait un texte en akkadien. Les murs vibraient, l'air se pliait. J'ai vu une silhouette, immense, écailleuse, floue comme une projection, surgir derrière elle. Et tous, même les plus puissants, s'inclinaient devant elle. Cette femme, selon la description, ressemblait à Élisabeth II. Mais ce n'était pas elle. Ou plutôt, c'était l'ombre d'elle, comme disent les occultistes.
En 2013, à la veille d'un sommet du G20 à Saint-Pétersbourg, un incident discret secoue les coulisses diplomatiques. Un assistant logistique italien, en charge de la logistique protocolaire, déclare sous anonymat « Un salon avait été préparé pour la rencontre entre Poutine et la reine. À la dernière minute, Poutine a refusé d'y entrer. Il a exigé que la salle soit bénie par un pape orthodoxe avant toute chose. Le Vatican proteste. Les Anglais sont outrés. Poutine tient bon. Et finalement, la rencontre est annulée. Ce n'est pas la seule fois. Plusieurs sommets internationaux révèlent un comportement étrange de Poutine envers certains chefs d'État alliés à la couronne britannique. Poignées de main évitées, regards fuyants, interventions religieuses de dernière minute. Dans les milieux ésotériques, une rumeur commence à circuler. Poutine voit ce que nous ne voyons pas. Le 23 novembre 2006, Alexandre Litvinenko, ex-agent du FSB, meurt à Londres après avoir été empoisonné au polonium-210, une substance radioactive rarissime. Les médias accusent Poutine. Mais selon une autre hypothèse, Litvinenko aurait été assassiné non parce qu'il allait dénoncer le Kremlin, mais parce qu'il détenait des documents relatifs à des expériences génétiques faites sur des enfants royaux dans les années 70, sous couvert de recherches sur l'hémophilie. Un extrait d'un email retrouvé dans ces affaires mentionne ceci. Ils ont extrait quelque chose d'elle, un gène, une chaîne. Ce n'est pas humain. Et ils veulent le répliquer. Qui est ce elle? La reine? Une descendante? Le mystère demeure. Mais une chose est certaine, ce n'est pas la Russie qui a tué Litvinenko. C'est l'ombre qui règne en Angleterre. En 2015, Vladimir Poutine crée une cellule secrète appelée Section Drevny, les anciens, composée de moines, de scientifiques et d'agents spirituels. Leur mission, retrouver les artefacts anciens capables de neutraliser les entités hybrides reptiliennes. Ces artefacts seraient éparpillés dans le monde. Un cristal de Sibérie émettant une fréquence antimorphique. Une lame sacrée venue d'Assyrie gravée de glyphes anti-transmutation. Un artefact sumérien appelé le sceau de sang, supposé bloquer la fusion entre une âme humaine et une entité externe. Pourquoi ces objets? Parce que selon les écrits retrouvés par le FSB, le trône du serpent ne peut être brisé que par la main d'un homme qui n'a jamais juré allégeance à Babylone. Le 8 septembre 2022, les médias du monde entier annoncent d'un ton solennel « La reine Élisabeth II s'est éteinte paisiblement au château de Balmoral ». Une déclaration simple, douce, presque trop parfaite, mais derrière cette annonce, quelque chose cloche. D'abord, le flou total sur l'heure exacte du décès. Ensuite, l'absence d'image réelle ou officielle de son corps pendant des heures, puis des jours. Enfin, l'ambiance étrange dans le cortège funèbre où de hauts dignitaires affichaient non pas une tristesse sincère, mais une tension palpable, comme si un événement plus grand qu'une mort humaine venait de se produire. Pour certains observateurs de l'occulte, cette mort marquait la fin d'une ère vibratoire. Pour d'autres, elle représentait le basculement du trône vers une nouvelle phase du règne reptilien. Et si la reine n'était pas simplement morte, mais désincarnée volontairement, selon un rituel ancien transmis dans certaines sociétés secrètes pour permettre la migration d'une conscience non humaine dans un autre hôte. Une théorie effrayante circule depuis les années 1980 parmi les cercles d'occultistes londoniens, le rituel du pont de l'immortel. Ce rite, qui ne figure dans aucun livre académique, mais uniquement dans des grimoires codés, aurait pour but de transférer la présence d'un être d'origine non terrestre dans une lignée de sang pur au moment précis de la désincarnation physique. Selon cette croyance, certains membres de la monarchie ne seraient pas possédés par des entités reptiliennes, mais incarnés par elles depuis leur naissance. La mort physique serait donc simplement un transfert de coquille. La clé du rituel? Un alignement énergétique entre les lieux sacrés, comme Balmoral, Westminster, Stonehenge, et des points magnétiques terrestres précis. Plusieurs spécialistes notent que le château de Balmoral, lieu de décès de la reine, est bâti sur une ancienne intersection de lignes telluriques majeures. Ce n'est pas un hasard. Dans les traditions anciennes, un tel endroit est parfait pour ouvrir un passage entre les plans. La montée sur le trône de Charles III a été perçue avec scepticisme par beaucoup.
Mais dans les cercles conspirationnistes et ésotériques, le débat va plus loin. Le roi Charles III est-il encore humain? Les sceptiques répondront « bien sûr ». Mais les détails troublants abondent. Son intérêt ancien pour l'agriculture biodynamique et les énergies subtiles, son discours de 2021 où il appelle à une action mondiale militaire pour sauver la planète, mais étrangement, il ne dit pas « par les gouvernements », mais « par une force au-delà des gouvernements ». Sa participation à plusieurs événements très proches de l'organisation Lucis Trust, dérivée de la théosophie, qui croit au retour des maîtres de l'univers à travers les élites choisies. Un ancien officier de renseignement du MI6 a confié en 2023 « Ce n'est pas Charles qui est monté sur le trône. C'est quelque chose d'autre qui l'attendait depuis longtemps. Est-il l'héritier légitime ou le réceptacle parfait pour la suite du règne reptilien ?» Durant les 2 dernières années de sa vie, la reine s'était retirée de nombreuses fonctions publiques. Mais en coulisses, elle était plus active que jamais, rencontrant secrètement des figures influentes de la Banque mondiale, de l'OMS et du WEF. Des réunions confidentielles ont été documentées dans un manoir écossais appelé Cairngorms House, lieu jamais montré à la télévision. Un employé de sécurité a révélé des gens en robe blanche, parfois avec des symboles serpentins brodés sur l'étoffe, entraient dans la nuit. On m'a dit que c'étaient des conseillers spirituels, mais je ne les ai jamais vus parler. Juste fixer la reine dans un silence lourd. Certains pensent qu'elle préparait le passage à une nouvelle phase mondiale, transformation numérique complète, standardisation ADN via les biotechnologies, et surtout, l'introduction d'un Homo novus hybride, plus facilement gouvernable. En 2021, des hackers russes proches de l'unité Zaslon, services spéciaux, auraient intercepté un projet top secret mené par un laboratoire en Suisse, en partenariat avec une firme américaine liée à la royauté britannique. Nom de code, Venom. Objectif? Créer une matrice génétique stable permettant à une conscience non humaine de s'ancrer dans un corps humain cloné, sans perte d'identité originelle. Les rapports indiquent que l'ADN utilisé venait de lignées anciennes, protégées depuis des siècles. Les documents mentionnaient également un nom, Host 01, Élise A23, soit un hôte expérimental basé sur des extraits d'ADN de la reine. Et si la mort d'Élisabeth II avait été le signal du lancement de la phase 2 du projet Venom, une étape non plus symbolique, mais génétiquement réelle, depuis 2022, Vladimir Poutine a renforcé sa proximité avec l'Église orthodoxe russe, des ordres spirituels anciens comme le cercle de Dériva de Novgorod, et des astrologues militaires qui étudient les cycles cosmiques des entités venues de Draco. Ce n'est pas de la superstition, c'est une stratégie de guerre multidimensionnelle. Selon certaines sources russes, Poutine détiendrait un artefact provenant d'un tombeau scythe, gravé d'un symbole représentant un humanoïde et un serpent enlacé. Ce symbole serait une clé pour inverser la fusion d'un être humain possédé. Certains affirment qu'il prévoit une révélation en 2025, une conférence mondiale où serait dévoilé ce que l'humanité refuse de croire depuis 2000 ans. La mort de la reine n'est peut-être pas une fin. C'est probablement un début. Un monde nouveau émerge, où les identités se brouillent, où la lignée du serpent se cache dans la génétique, où les rois ne sont plus humains, mais des hôtes pour une mémoire qui remonte à l'Atlantide, ou au-delà. Mais une chose semble certaine, Vladimir Poutine n'a jamais évité la reine par peur. Il l'a évitée par connaissance. Il savait. Il sait toujours. Et il pourrait être le seul dirigeant à affronter, non pas un empire terrestre, mais un règne venu d'ailleurs, déguisé en royauté, nourri de cérémonies secrètes et prêt à prendre sa forme finale. Pourquoi Poutine évitait-il la reine? Parce qu'il avait compris que le trône britannique n'est pas seulement un trône politique, mais un portail ancien, préservé par le sang, gardé par le silence, et animé par autre chose que l'âme humaine. La secte reptilienne, qu'on appelait jadis les Anunnaki, les serpents royaux ou les grands observateurs, n'a jamais quitté ce monde. Elle a juste appris à le gouverner discrètement. La prochaine phase de leur plan approche. Et si vous êtes ici, c'est que vous faites partie de ceux qui veulent la comprendre. Et voilà, chers passionnés de mystères et de vérités cachées, vous êtes arrivés jusqu'au bout de ce voyage vertigineux, là où les frontières entre l'histoire officielle et les vérités occultées s'effacent lentement,
mais sûrement. Si vous êtes encore ici, c'est que vous faites partie de ces esprits rares, curieux, éveillés, ceux qui ne se contentent pas de ce qu'on leur dit, ceux qui veulent comprendre, chercher, découvrir, ceux qui sentent au fond d'eux que la réalité est bien plus vaste, plus étrange et plus fascinante qu'on ne le croit. Alors du fond du cœur, merci. Merci pour votre attention, votre temps, votre esprit critique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la dernière minute, là où les révélations s'alignent comme les pièces d'un puzzle interdit. Merci aussi pour chaque like, chaque abonnement, chaque partage. Vous êtes ceux qui permettent à Mystère et Savoir de continuer à explorer ces zones d'ombre que peu osent éclairer. Et surtout, restez connectés, car ce que vous venez de découvrir n'est que la surface. Le reste est encore à venir. Activez la cloche, car le prochain dossier risque de faire trembler bien plus que des certitudes. D'ici là, prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert, et souvenez-vous, la vérité ne craint jamais la lumière. À très bientôt sur Mystère et Savoir.